Et à la fin de la vidéo, je t'explique c'est quoi qu'il y a de bien chez YFood, alors surtout tu t'en vas pas, qu'elle. La vidéo d'aujourd'hui a été écrite par Yoran Cheminant. Cette nuit-là, à Washington DC, toutes les caméras de surveillance policière de la ville cessent soudainement d'enregistrer. La police devient aveugle et la sécurité des habitants compromise. Fort heureusement, aucun braquage n'est à déplorer. La même nuit, à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, l'aéroport d'Auckland se retrouve paralysé. Il est devenu soudainement impossible de procéder au tri des bagages. Les tapis roulants sont à l'arrêt et le personnel se voit contraint de tout trier manuellement, ce qui met en retard un certain nombre de vols. La même nuit, toujours à Londres, certains distributeurs de billets refusent de délivrer de l'argent pendant de longues minutes, irritant sans doute quelques passants bien décidés à s'acheter quelque chose au milieu de la nuit. Et enfin, toujours la même nuit, dans un hôpital du Minnesota, des équipements vitaux semblent revenir un siècle en arrière. Voilà à peu près la totalité des incidents notables à déplorer cette nuit-là. Pas de situation cauchemardesque, pas de fin du monde, de blackout généralisé, ni d'explosion. Pas de pluie d'avions, pas de panique généralisée, pas plus que de sirènes hurlantes dans les rues. Rien de spectaculaire. Tout cela aurait d'ailleurs pu passer inaperçu s'il ne s'était agi que d'une simple coïncidence. Pourtant, ces événements étaient bel et bien tous liés entre eux et sont les seules failles visibles d'un plan de sauvegarde à échelle planétaire. Cette nuit-là était redoutée tout autour du globe depuis de longues années pour une raison aussi triviale qu'une petite ligne de code informatique oubliée. Elle s'est produite il y a 25 ans. Une nuit désormais connue sous un nom simple et étrange, Y2K, pour Year 2000. Je vous parle aujourd'hui de la nuit du bug de l'an 2000. Dans les années 60 et 70, l'informatique en est encore à ses balbutiements. Les ordinateurs sont énormes, coûteux et surtout, chaque octet de mémoire représente un investissement non négligeable. Ainsi, à cette époque, gagner de la place est une véritable obsession technique. Et parmi les nombreuses astuces utilisées pour économiser la moindre ressource, il en est une qui va finir par poser de nombreux problèmes. Coder les années sur seulement 2 chiffres. Au lieu de stocker 1996, on n'écrit que 96. C'est plutôt malin et à court terme du moins, c'est une excellente idée. On divise par 2 l'espace mémoire nécessaire pour stocker les dates. Et personne ne s'imagine ce à quoi ressemblera l'informatique 30 ou 40 ans plus tard. Dans ces années-là, l'an 2000 n'est qu'un rêve lointain où les voitures volent et où l'on pourrait décider de s'installer dans un petit 2 pièces avec vue sur cratère quelque part sur la Lune ou sur Mars. Mais petit à petit, les années passent. Les voitures peinent à se passer d'asphalte, les promoteurs immobiliers ne proposent pas grand-chose d'abordable dans la mer de la tranquillité et surtout, les logiciels vieillissent, mais ils restent en service. Ils sont copiés, adaptés, empilés, réutilisés et cette petite économie de mémoire, anodine à l'origine, devient une véritable bombe à retardement. Que va-t-il se passer lorsque 99 passera à 00 ? La plupart des systèmes vont croire que nous sommes soudainement revenus en 1900. Et pour un ordinateur, même un ordinateur de l'an 2000 qu'on aurait pu imaginer conséquemment plus intelligent, le bon sens, ça n'existe pas. Pas plus que le contexte historique. On risque donc de faire face à des conséquences absurdes, comme des calculs de durée impossibles, des intérêts bancaires erronés, des erreurs dans les traitements hospitaliers, des blocages dans les transports et, dans certains cas critiques, des pannes en chaîne. La faille est minuscule, elle ne tient qu'à 2 chiffres, mais elle est présente partout. Dans les banques, les administrations, les centrales électriques, les hôpitaux, les compagnies aériennes, partout. Et plus les années avancent, plus certains commencent à réaliser que ce n'est pas un simple problème de geek, mais plutôt un risque planétaire. Au début des années 90, 1990, l'inquiétude commence doucement à se faire entendre dans les milieux spécialisés. Quelques informaticiens et ingénieurs, ceux qui savent comment sont bâtis les systèmes les plus anciens, tirent une sonnette d'alarme qui peine à se faire entendre. Parmi eux, un nom va tout de même ressortir, Peter de Jager. En 1993, cet expert publie un article retentissant intitulé « Doomsday 2000 » où il détaille froidement les risques du passage à l'an 2000. Pas d'effets spéciaux, pas d'exagération, juste des lignes de code et une date fatidique.
Au départ, comme toujours, peu de gens prennent le problème au sérieux. Pour la plupart, l'an 2000 semble encore loin et les bugs informatiques abstraits. Mais à mesure que la décennie avance, la prise de conscience s'accélère. Les gouvernements commencent à se pencher sur la question, les grandes entreprises aussi. Les rapports internes s'accumulent, dans les banques, l'aviation, les systèmes de santé, et les prévisions ne sont pas rassurantes. Tes calculs sont pas bons, Kevin. Et petit à petit, le sujet quitte le cercle des seuls ingénieurs pour gagner le grand public. Les médias s'en emparent. Les titres deviennent de plus en plus alarmistes, et pour une fois, c'est plutôt tant mieux. On a droit à des le bug de l'an 2000, l'apocalypse informatique, avions cloués au sol, banques ruinées, villes plongées dans le noir. Et ça fonctionne. Les scénarios catastrophes s'enchaînent. Certains craignent que les centrales nucléaires ne perdent le contrôle de leur système, que les distributeurs de billets avalent toutes les cartes bancaires ou que les feux de signalisation deviennent fous. Certains mouvements survivalistes profitent de cette peur pour se renforcer. Aux États-Unis, comme toujours, des familles s'équipent de générateurs, de réserves de nourriture, d'armes, et se préparent à des mois d'autarcie post-effondrement. Cette fois-ci pourtant, il existe un élément qui rend la menace tout à fait crédible. Le bug. Qu'on le veuille ou non, il existe vraiment. On n'est pas sur une prédiction vague, une rumeur, une théorie du complot. Il s'agit bel et bien d'une erreur humaine, discrète, mais omniprésente. En prime, le fait que cette erreur soit intrinsèquement liée à une forme de compte à rebours produit un effet bombe à retardement particulièrement anxiogène. Elle est là, enfouie dans les programmes qui dirigent un monde de plus en plus informatisé, et elle va se déclencher à une seconde très précise. Il devient impossible de l'ignorer. Les options sont minces car malgré la technologie qui a tout de même grandi depuis les années 60, enfin 1960, il ne nous est toujours pas possible de voyager dans le temps ou de simplement le ralentir. L'an 2000 arrive, inexorablement, et la seule option qui reste à l'humanité, c'est de s'y préparer, et vite. Et donc à partir du milieu des années 90, une mobilisation sans précédent s'organise à l'échelle mondiale. Les gouvernements créent des cellules spéciales pour procéder à des audits des systèmes les plus critiques. Les banques passent au peigne fin des décennies de lignes de code informatique. Les compagnies aériennes, les hôpitaux, les centrales électriques. Tout le monde sonne le branle-bas de combat. Des sommes colossales sont débloquées. Rien qu'aux États-Unis, la facture officielle du programme de prévention Y2K dépasse les 100 milliards de dollars. À l'échelle mondiale, les estimations tournent autour de 300 à 500 milliards. Des équipes de développeurs sont chargées de retrouver, de comprendre, puis de corriger des millions de lignes de code, parfois écrites dans des langages informatiques presque oubliés. Beaucoup de ces systèmes sont certes critiques, mais aussi anciens, mal documentés et souvent si imbriqués qu'une seule correction risque d'en casser 10 autres. Il faut donc corriger sans tout faire péter. Petit à petit, test après test, patch après patch. Un travail ingrat, invisible, pas très glamour et d'une complexité épuisante. Les entreprises en profitent pour passer en revue leurs contrats, leurs assurances, leurs stocks. Elles établissent des plans d'urgence à base de générateurs de secours, d'équipes d'astreinte prêtes à intervenir à minuit pile le jour J. Certaines compagnies aériennes décident même de clouer leurs avions au sol pendant la nuit du Nouvel An, par précaution. Dans les centrales nucléaires, certains systèmes de contrôle sont déconnectés temporairement, pour éviter tout risque d'erreur automatique liée à une mauvaise gestion de la date. Bref, le monde se prépare, lentement, méthodiquement et coûteusement. Tout ce travail préventif, tous ces efforts sont souterrains, invisibles pour la plupart des citoyens, et bon nombre d'entre eux l'oublieront dès lors qu'ils auront porté leurs fruits. En attendant, le compte à rebours s'égrène, inexorablement. Et puis, le 31 décembre 1999 arrive. Les fusées de détresse sont prêtes à décoller, les générateurs de secours sont branchés, les équipes de garde sont en poste. Le monde retient son souffle. La planète passe à l'an 2000, fuseau horaire après fuseau horaire. Auckland, Tokyo, Moscou, Paris, New York. Et rien. Pas de coupure d'électricité généralisée, pas de crash boursier, pas de panne d'avion, pas d'apocalypse numérique. Les gens font la fête, ils s'embrassent sous les confettis, ils rentrent chez eux, et pendant ce temps, les ingénieurs, les techniciens, les développeurs respirent enfin. Ils savent ce que le monde vient d'éviter. Mais personne d'autre ne le réalise vraiment, et je parie que bon nombre d'entre vous n'étaient pas particulièrement anxieux ce soir-là à minuit.
Enfin, ceux qui ont connu le nouvel an 2000. Putain que je suis vieux. Alors bien sûr, il y a eu quelques incidents isolés, ils ont servi d'intro un peu putaclic à cet épisode. Mais tout ça reste marginal, localisé et surtout maîtrisé. La catastrophe n'a pas eu lieu. Et très vite, le doute s'installe dans l'opinion publique. Tout ça pour ça. Dès le 2 janvier 2000, une autre forme de réaction émerge. La peur laisse place au doute. Certains médias, certains commentateurs et beaucoup de citoyens commencent à poser la question qui paraît logique. Pourquoi nous a-t-on fait peur ? Pour rien. Vu de l'extérieur, tout s'est bien passé, pas de bugs spectaculaires, pas de crash d'avion, bref, pas de catastrophe. Et là, les théories du complot vont commencer à se répandre. Est-ce que toute cette histoire ne se résume pas à un immense coup de bluff ? Un coup marketing des entreprises de cybersécurité ? Un délire technocratique alimenté par des informaticiens trop prudents ? Ou trop contents de facturer des audits à plusieurs millions ? Beaucoup en viennent à penser que le bug de l'an 2000 n'était qu'une sorte de canular à grande échelle. Un non-événement qu'on avait gonflé artificiellement. Et forcément, plus le temps passe, plus ce récit devient séduisant. Comme toujours parce qu'il est simple, parce qu'il donne l'impression qu'on a su garder la tête froide et que d'autres ont paniqué pour rien. Et pourtant, ce raisonnement simpliste passe complètement à côté de l'essentiel. Si rien ne s'est produit, ce n'est pas parce qu'il n'y avait rien à craindre, c'est parce que le monde entier a bossé pour éviter que ça ne se produise. L'ampleur du travail réalisé en amont était colossale. Des dizaines de milliers de développeurs ont passé des mois, parfois des années, à traquer les failles dans d'anciens systèmes, à tester, à corriger, à documenter ce qui n'avait parfois jamais été documenté. On a modifié des infrastructures bancaires, des systèmes de contrôle aérien, des logiciels hospitaliers, tout ça, justement, pour que rien ne se passe. Et voilà tout le piège. La réussite de la prévention est par nature invisible. Quand un pompier mouille une forêt et qu'il n'y a pas d'incendie, on oublie son action. On se dit, il n'y a pas eu de feu en fait, donc c'était inutile. Quand une digue tient bon pendant une tempête, on se dit que la tempête était pas si forte. Et quand le 1er janvier 2000 passe sans catastrophe, on oublie le travail colossal qui a permis d'en faire une nuit banale. Le bug de l'an 2000 a donc été inévitablement perçu comme une exagération, alors que c'est l'un des rares exemples où une crise mondiale a été évitée à temps. Et ça, c'est aussi une forme de miracle. Et il y a fort à parier que vous n'en sachiez rien, mais un miracle équivalent est en train d'être mis en place, depuis quelques années déjà, afin qu'une autre prochaine catastrophe de même nature soit évitée. Parce qu'un autre bug nous attend si rien n'est fait, un autre Y2K, mais en encore plus discret, plus technique et donc plus sournois encore. Dans les milieux informatiques, on parle effectivement du bug de 2038. Bon, je sais, ça sonne moins bien, mais pourtant c'est très sérieux. Le principe est différent, mais l'origine est la même. Une limite arbitraire dans la manière dont les ordinateurs se représentent le temps. Beaucoup de systèmes informatiques comptent le temps non pas en années ou en dates, mais en secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit, ce que l'on appelle le Unix Epoch Time. Et ces secondes sont stockées dans un format codé sur 32 bits. Or, en codant sur 32 bits, on peut stocker un peu plus de 2 milliards de secondes, ce qui nous amène jusqu'au 19 janvier 2038 à 3h14 et 7 secondes heure UTC. Au-delà de ce moment précis, les systèmes concernés débordent. Ils repassent à une valeur qui ne fait aucun sens et on peut s'attendre à toutes sortes de comportements incohérents. Bref, un nouveau bug informatique mondial en somme. Les conséquences pourraient être similaires à celles redoutées en 2000. Erreurs de traitement, failles dans les logiciels embarqués, calcul impossible, voire blocage de systèmes critiques. Mais contrairement à Y2K, le bug de 2038 est moins médiatique. Il n'y a pas de date symbolique, pas de fête mondiale, pas de basculement de millénaire, rien de très visible. Et c'est bien ça le problème. Peu de gens en parlent alors que des millions de terminaux, capteurs, objets connectés ou infrastructures industrielles tournent encore sur des architectures concernées. Les systèmes récents, eux, passent progressivement à des formats 64 bits qui n'auront pas ce problème. Ou du moins pas avant l'an 292 277 26 596. Pas sûr que votre voiture volante ou que le système de sécurité de votre appart martien tienne jusque-là, mais bon, au pire, ce sera un problème pour les prochaines générations.
Mais comme toujours en informatique, une bonne partie du monde repose encore sur des machines qu'on n'a jamais mises à jour parce qu'elles fonctionnaient très bien. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un nouveau compte à rebours. Encore moins visible. Moins vendeur aussi, mais tout aussi réel. Le bug de l'an 2000 est souvent cité comme une blague, comme un pétard mouillé, un emballement collectif. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est l'un des rares exemples dans l'histoire moderne où une menace technologique planétaire a été identifiée, prise au sérieux et neutralisée avant qu'elle ne se produise. Et la perception en demi-teinte qu'il nous en reste est le revers de la médaille d'un problème bien géré dans les temps. Il est parfois bon de se rappeler que le progrès, ce n'est pas nécessairement des voitures volantes ou des colonies martiennes, mais aussi des lignes de code corrigées à temps par des gens qui prennent une menace au sérieux et des décisions prises avant qu'il ne soit trop tard. Le bug de l'an 2000, c'est peut-être l'un des plus grands succès de l'ingénierie informatique moderne. Un succès qui précisément n'a laissé aucune trace. Et dans un monde où on ne remarque que ce qui dysfonctionne, c'est peut-être ce qu'il y a de plus admirable. Alors, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure. Bonjour, Seppel. Oh, c'est pas vrai. Seppel, Noël est passé depuis 2 jours et t'es déjà en dépression. Oui, mais moi j'attends Noël toute l'année, alors quand c'est fini... Et puis tu vas encore fêter le nouvel an dans une poignée de jours. Oui, mais le nouvel an c'est pas pareil. Moi j'aime bien les cadeaux et les bretelles, mais ça, nouvel an c'est fini. Et en plus, après c'est janvier que c'est le mois le plus nul de l'année. Bon, Seppel, je peux pas faire revenir Noël, mais tu peux avoir un ersatz. Tiens, C'est Steve. c'est le colis de YFood pour la sponsor. C'est comme ouvrir un cadeau. Qu'est-ce que tu préfères chez YFood? Bah moi j'aime bien les nouvelles barres que c'est chocolat fraise. Et puis les gouttes l'hiver c'est bien aussi. Pomme cannelle ça me rappelle les bretelles, cookies ça me rappelle les cookies qu'on fait pour le Père Noël. Et cacahuètes, ça me rappelle les cacahuètes. Seppel. Oh, et Justine de YFood, elle m'a rajouté les fruitis de l'été. Comme ça, j'oublie que c'est plus Noël et ça me rappelle que c'est bientôt l'été. Alors j'aurais pas dit bientôt, mais bon, si ça peut t'aider. Bah oui, parce que même si c'est l'hiver, moi j'aime bien mettre du zouk et boire un YFood fruity, comme ça je crois déjà que je suis au bord de la piscine. Ouais, tu veux pas parler des autres, non? Mais Justine de YFood, elle m'a dit que je parle de ceux que je préfère. Mais ça veut pas dire que parce que moi je les préfère, les bars à la fraise et les fruitis de l'été, qu'on n'a pas le droit d'acheter les autres Google. Parce que YFood, ils ont plein de goûts différents. So Hortung, le plus mieux c'est que tu vas sur le site que je te mets le lien en description. Là-bas, tu regardes tous les goûts que YFood ils ont et tu décides c'est quoi que tu préfères. Et une fois que tu as choisi, mets le code Astrono YouTube et 10% de réduction sur tout qu'est-ce que tu commandes. Comme ça, si tu préfères les barres, les bouteilles ou même les poudres, tu peux acheter qu'est-ce que tu veux. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie, moi je vais monter le sofa et chercher mon disque de cassave, comme ça je crois que c'est l'été. Tchuss.